Madame Prisca Raymonda Kohoe-Linde, avec certains de vos collègues, on peut dire que vous faites partie des jeunes ministres de l'équipe gouvernementale actuelle. Vous y êtes entré pour la première fois en janvier 2019 au poste de ministre de la Pêche et de la Mer. Femme politique, lorsqu'en 2019 vous quittez le gouvernement, vous remportez une place à l'Assemblée nationale au terme des législatives d'août de la même année sous la bannière du Parti démocratique gabonais. Octobre 2019, c'est le coming back, ministre de la promotion et de l'intégration de la femme au développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un ministère que vous n'avez plus quitté jusqu'alors, même s'il aura connu plusieurs changements de dénomination. Diplômé d'un master en sciences de gestion, option administration des entreprises, après une licence en assurance obtenue à l'École nationale des assurances de Paris. Vous avez passé 1 an à la direction des affaires juridiques de l'ex-Conseil national de la communication avant d'intégrer la direction nationale des assurances en 2008. De 2013 à 2016, Prisca Kohoe-Linde est directrice générale de la stratégie de la dette du Gabon avant de devenir directrice nationale des assurances du Gabon. Elle a même présidé le conseil d'administration de la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, le CICARE. À présent, vous êtes précisément ministre des Affaires sociales et des droits de la femme. Et voici face à vous avec Prisca Kohoe-Linde. Bonjour Madame le ministre, bienvenue. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Madame le ministre et bienvenue chez nous. Merci, bonsoir. Bonsoir Marielle Biogou. Bonsoir Manix, bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Marielle. Madame le ministre, plus le temps passe, plus vous restez aux affaires sociales. Est-ce que vous avez la conviction aujourd'hui de maîtriser les enjeux de ce département pour la cohésion sociale au Gabon? Alors, je vous dis déjà merci de m'inviter donc sur ce plateau. Et ce que je peux dire, je ne parlerai pas de maîtriser parce que je penserais que ce serait prétentieux. Mais je dirais plutôt que j'ai une meilleure compréhension des vulnérabilités de mon pays, du Gabon. Et je saisis cette opportunité justement pour saluer et dire un profond merci au chef de l'État qui m'a fait sa confiance, renouvelé à plusieurs remaniements ministériels à la tête donc de ce département, qui m'enseigne justement l'humilité parce que confronté régulièrement aux vulnérabilités, je suis contrainte de me rendre compte que ce département exige que l'on ait un minimum d'humilité, qu'on ait un minimum d'empathie pour comprendre exactement ce que vivent les populations. Ce n'est pas mal. Au programme, Madame le ministre, on parlera de Gabon Égalité, vous nous en direz un peu plus. Ensuite, solidarité Covid-19, quels résultats? Et le fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS. Comme ceux qui vous ont précédé sur ce plateau, vous allez donc répondre aux questions de vos compatriotes. En seconde partie, vous allez débattre avec une personne qui connaît les réalités des projets du ministère que vous dirigez. Voilà donc le programme. Est-ce que vous êtes prête, Madame le ministre? On peut y aller. On peut y aller. Maria, on va y aller. On y va. Face à vous, c'est parti. Cela fera bientôt 2 mois que le numéro vert 1404 a été mis au point. Quels sont les types de plaintes que vous enregistrez et qu'est-ce que vous en faites, Madame le ministre? Alors, le 1404 est une excellente opportunité qui a été mise en place par le gouvernement. C'est un instrument totalement à saluer, du fait que ça participe à la stratégie de réduction des inégalités, ça lutte contre les violences et c'est un instrument, une fois qu'on l'a mis en place, qui nous donne justement les statistiques pour lesquelles nous pêchons régulièrement. Alors, en ce qui concerne donc les violences, nous avons tout type de violences. On a eu à peu près 20 000 appels depuis le lancement. Bien entendu, on a à peu près 6 000 appels qui sont des appels qu'on nous qualifions de fantaisistes parce que on appelle personne ne répond derrière à l'autre bout du fil. Et nous avons d'autres appels qui sont liés à toutes les formes de violence, que ce soit les violences verbales, que ce soit parce que l'interlocutrice avec qui nous parlons, la téléopératrice qui répond, a tout un protocole qui lui permet d'identifier le type de violence en échangeant. Je rappelle que c'est un numéro anonyme et qui est gratuit, ouvert à l'ensemble du territoire, qui permet justement de qualifier les différentes violences que nous recevons, mais en même temps orienter les cibles vers les centres hospitaliers avec qui nous travaillons, parce que le ministère de la Santé est également partenaire donc de cette opération. Et justement, Madame le ministre, une fois on a fini de se plaindre, on a fini d'appeler le 1404, quelle est la procédure indiquée?
pour la suite? Comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a le fait déjà de pouvoir les orienter quand il s'agit des violences physiques. Mais en même temps, pour ce qui concerne les problèmes de famille que nous rencontrons régulièrement, le ministère des Affaires sociales a en son sein des cellules d'écoute. Ces cellules d'écoute permettent de recevoir ces femmes-là, mieux les orienter. Il arrive même que l'on participe à certaines médiations pour permettre justement à ces compatriotes de pouvoir être mieux orientés. Parfois, c'est juste une incompréhension qui est née entre deux partenaires et qui finalement se trouve être résolue parce que nous avons échangé avec les deux partenaires ou les deux antagonistes, si on peut le dire ainsi. Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous assurer de la véracité des faits qui sont exposés dans une plainte? On va prendre l'exemple d'une femme qui se plaint d'être harcelée au travail. Est-ce qu'il y a des enquêtes menées? Bien entendu. L'une des particularités du ministère des Affaires sociales, c'est qu'il est représenté sur l'ensemble du territoire. 52 départements dans notre pays, nous avons des travailleurs sociaux partout. Et on a un sigle qui est dit VAD, qui est visite à domicile. La particularité, c'est que nous avons la capacité de mener des enquêtes, justement quand nous avons ce genre de plainte. Et les cellules d'écoute permettent d'écouter davantage, parce qu'au cours de l'appel du 1404, on n'a pas la possibilité de circonscrire toute la situation. C'est lorsque nous la recevons, du moins la personne qui a appelé, quand nous la recevons, nous avons la possibilité d'aller en profondeur dans l'analyse de sa situation et ensuite tirer les conclusions sur la base il y a un rapport d'enquête qui est fait, qui est forcément donné à la hiérarchie. Ce sont des rapports d'enquête qui sont discrets, qui sont anonymes, bien entendu, pour la personne qui parle, mais en tout cas, au moins, nous avons ces rapports d'enquête qui nous permettent d'évaluer la situation et pouvoir orienter comme il se doit. Je tiens à dire que dans le cadre du lancement de ce numéro, nous n'allons pas nous arrêter là. La stratégie prévoit également la mise en place d'un centre d'accueil que nous pensons pouvoir voir le jour dans les mois qui suivent, peut-être à la fin de l'année, peut-être en début d'année. Mais dans tous les cas, c'est le programme qui est prévu. Et l'intérêt, c'est que si des femmes sont victimes de violences, elles ont la capacité de pouvoir être admises avec leurs enfants dans ce centre d'accueil, c'est ce qui est prévu, mais également, à l'intérieur du centre d'accueil, nous prévoyons également des conventions avec certaines sociétés pour leur permettre automatiquement de voir si elles peuvent être employés par la suite. L'idée, c'est qu'on aboutisse à une certaine autonomisation. Voilà qui est dit. Merci Madame le Ministre. Passons tout de suite au deuxième sujet qui est la solidarité Covid-19, Marielle. Oui, Manix, nous avons prévu à cet effet de montrer quelques images à notre invité qui vont d'ailleurs défiler derrière vous, Manix. Des souvenirs de la période de mars-avril 2020 pour être solidaire des populations du Grand Libreville qui subissaient de plein fouet le confinement total. Le gouvernement avait procédé à la distribution des kits alimentaires. Madame le Ministre, on aimerait savoir, est-ce que vous avez été satisfaite de cette opération? Alors, je vais reprendre le terme que j'employais tout à l'heure lorsqu'il m'a été demandé de savoir si j'étais satisfaite, je maîtrisais tous les enjeux. Ce serait prétentieux de dire satisfait. Par contre, je sais une chose, c'est que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a donné l'occasion d'être utile pour mon pays. Et avec moi, toutes les équipes qui se sont données pour la Banque alimentaire. Et cette réalité de savoir que nous avons été utiles et que nous avons travaillé avec abnégation pour donner à nos compatriotes le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de cette distribution m'oblige à me dire que nous avons travaillé avec satisfaction. Il y a eu des écueils, bien entendu, mais ces écueils, on peut les expliquer. On peut les expliquer. Vous êtes là pour ça, Madame la Ministre. Bien sûr, on peut les expliquer. Ces écueils sont dus au fait que, premièrement, nous n'étions pas, nous, les personnes qui étaient directement en collaboration avec les opérateurs. Il y avait, pour ce qui concerne les kits alimentaires, je précise que l'aide alimentaire décidée par le chef de l'État ce 3 avril, emblématique, parce que c'est à ce moment que le chef de l'État lance l'appel à la solidarité nationale, cette aide avait été, pour l'aide alimentaire, était estimée à 5 milliards. Je précise, parce qu'on a entendu des choses et d'autres. Je précise que cette aide alimentaire n'a pas été remise au ministère des Affaires sociales en chiffres, en espèces. C'est l'occasion d'éclairer l'opinion, Madame. Bien entendu, et je sais que beaucoup savent. Combien vous avez reçu, Madame le Ministre, finalement? Mais nous n'avons pas reçu d'argent. J'insiste à le dire, en le disant, nous n'avons pas reçu d'argent. Nous avons en revanche reçu l'équivalent
en kit alimentaire et en bons alimentaires parce que c'est ce que le gouvernement avait décidé. Mais est-ce que cela représentait ces sacs de riz non parfumés, ces boîtes de sardines, alors ces savons bleus? déjà les quelques images que je vois ne correspondent pas du tout. J'ai vu qu'il y avait du poulet, j'ai vu qu'il y avait du poisson. La banque alimentaire s'est donné un point d'honneur à ne distribuer que des vivres secs. Il y a eu des initiatives individuelles qui ont été appréciées parce que ça répondait à la solidarité, sauf que ces initiatives n'étaient pas nécessairement celles qui étaient gérées par la Banque alimentaire. C'est important de le souligner. Nos kits étaient complets parce que les opérateurs que je tiens encore à saluer ici nous ont donné le maximum de vivres permettant de composer des vivres. Mais où est-ce qu'il y a eu problème, Madame le ministre, finalement? Comment est-ce que vos compatriotes se sont retrouvés à recevoir une bassinette de cuisses de poulet? D'abord, des kilos de riz au lieu de déjà, sacs de riz. je reprécise que vous avez mené une enquête pour essayer d'en savoir plus? On n'a pas à mener une enquête sur une distribution qui a été faite en temps de pandémie. Parce que je peux vous garantir une chose, notre pays, à l'instar d'autres pays du monde, a été confronté à quelque chose d'inédit. D'accord? Cette pandémie a mis à genoux pratiquement les économies du monde. Et nous pouvons saluer la riposte qui a été faite au niveau de notre pays, le Gabon, la riposte décidée par le chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement, pour que nos compatriotes ne ressentent pas trop fortement le choc de cette pandémie. Le confinement est une réalité qui est venue surprendre plus d'un. Parce que quand on décide de rester chez soi, de façon volontaire, c'est une chose. Mais lorsqu'on décide de rester chez soi ou bien qu'on nous contraint de rester chez nous, vous comprenez qu'il y a un impact psychologique qui a amené, je crois, je peux me permettre de le penser, certaines personnes à se dire, OK, il y a la banque alimentaire qui est là, il y a des bons qui vont passer, il y a des kits qui vont passer, je suis presque sûre qu'on ne pensera pas à moi, je vais certainement être oubliée. Ce qui a pu expliquer, et je le comprends légitimement, le souci de certaines populations d'aller à l'encontre des instructions qui avaient été données, celle de rester chez soi, parce que nous avions l'intention d'aller maison après maison. On voulait saisir l'opportunité de ce confinement pour se dire que le confinement n'était pas une fatalité. Donc, il était possible que nous puissions entrer à l'intérieur des logements pour donner. Ceci dit, en dehors de ces aspects psychologiques que j'ai indiqués, il y a eu la façon dont les opérations elles-mêmes se sont faites. La réception des bons était faite, des kits alimentaires, des bons était faite par l'intermédiaire du ministre de l'Économie. C'était une compensation entre le groupe Sekagadis et l'État gabonais pour régler des dettes fiscales. Le gouvernement a décidé qu'au lieu qu'on nous remette de l'argent, on préférait que ce soit des bons. Parce que le groupe Sekagadis a cet avantage d'être répandu sur l'ensemble du territoire. Il était plus pratique, dans l'optique que nous avions visée, de pouvoir travailler avec un représentant qui était partout dans le Gabon et pour lequel on n'aurait pas eu un problème de rupture parce que c'est quand même un grand groupe. Et je peux vous garantir que, évidemment, il y a eu quelques problèmes techniques dans la fluidité parce que quand nous mettons en place le dispositif, on nous dit... Les collectivités locales nous expliquent qu'il y a 228 quartiers dans le Gabon, dans le Grand Libreville, pardon, et puis la station balnéaire, qui, elles, ne pouvaient pas avoir des bons. On leur a donc donné des kits alimentaires. Et 228 quartiers, ça, on se dit la stratégie est simple. On prend les 228 équipes que nous avons mises en place, ajouter à elles quelques équipes supplémentaires pour les quartiers les plus grands. Mais le Grand Libreville, il est vaste. Il s'est vu grandir, peut-être que tout le monde n'avait pas la maîtrise, et puis, il y a plusieurs éléments, facteurs bloquants qui sont venus nous mettre en évidence que la vulnérabilité est profonde et qu'à côté du fichier de la CNAMGS, qui est déjà obsolète, il y a eu des personnes qui sont devenues économiquement faibles ou précarisées du fait du confinement. Parce que lorsque le gouvernement décide de fermer les bars, de fermer tous les commerces, évidemment, cette personne qui ne vivait que de cette activité n'était pas nécessairement prise en compte dans nos économiquement faibles. C'est pour cette raison que nous avons choisi de mettre en place des fiches d'identification et ces fiches d'identification... Qui était chargé de gérer les identifications? C'est vous-même? Vous avez travaillé avec les collectivités, les municipalités? Nous avons mis à la tête de chaque équipe un ressortissant du ministère des Affaires sociales parce que c'est notre travail au quotidien. Je rappelle... Donc vous avez bien fait les choses, c'est ce qu'on doit résumer, Madame le ministre, vous avez très bien fait les choses. Maintenant, au niveau de la chaîne de distribution... Mais qui a péché en fait? À quel moment voilà. C'est la question qui se pose, on peut dire que tout le monde a péché. C'est une réalité.
On peut dire que tout le monde a péché. Je peux m'expliquer parce que d'abord, c'est un événement inédit pour lequel il n'y a pas eu de précédent. Pour nous permettre de dire, OK, nous avons eu le recul approprié ou un exemple quelque part pour nous dire, voici comment les autres ont fonctionné. La plupart des pays où j'ai entendu parler de l'aide alimentaire, ça s'est transformé en... on est passé de la crise sanitaire à la crise alimentaire. Je n'aurais même pas parlé de crise alimentaire. Après, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de manipulations sur le plan des médias. Mais qu'à cela ne tienne, les populations qui sont sorties, je pense qu'elles étaient dans une certaine crainte parce qu'elles se disaient, est-ce que je vais recevoir mon bon? Madame le ministre... Nous avons mis en place, je termine, nous avons mis en place la brigade mobile parce que justement, avec le numéro qui a été dédié pour recevoir les plaintes, nous avons mis en place une brigade. C'est-à-dire que chaque jour, à l'épreuve du terrain, nous étions en train de peaufiner notre stratégie pour nous permettre de toucher au maximum des cibles. Monsieur, madame, ce que je peux garantir, c'est que nous avons travaillé avec abnégation. C'est le lieu de saluer à la fois les équipes du ministère des Affaires sociales, les communautés religieuses qui sont venues être observateurs chez nous, la société civile qui s'est prêtée, en tout cas l'ensemble des populations qui a veillé à pouvoir donner de lui-même ce qu'il pouvait pour cette aide alimentaire. Madame le ministre, le virus circule toujours. Vous avez parlé de ces personnes qui ont perdu leur emploi par rapport à cette crise sanitaire. Pourquoi avoir interrompu cette campagne? Est-ce que la solidarité avait lieu d'être seulement lors du confinement total? Bon, déjà, ce n'est pas interrompu. On ne le fait peut-être pas de grande envergure. Vous ne le médiatisez plus, voilà. L'intérêt, ce n'était pas de médiatiser, parce que là, on parlait de financement de 5 milliards et c'est parti dans tous les sens. D'accord? C'était important que nous montrions aux populations que la décision du chef de l'État a été suivie d'actes concrets. C'était ça l'intérêt. Cependant, l'aide alimentaire fait partie des missions du ministère des Affaires sociales. Donc, nous le faisons quotidiennement. On n'a pas besoin de faire tout un tapage pour l'aide alimentaire que nous apportons à nos populations. Est-ce qu'on a quand même des chiffres, Madame le ministre, par rapport à tout ce qui a été distribué? Oui, bien sûr. On a touché combien de personnes? Bien sûr, bien sûr. On est parti au départ d'une réalité, c'est qu'au niveau du Grand Libreville, le fichier de la CNAM vient nous donner à peu près 360 000 Gabonais économiquement faibles ayant droit compris. Hein. Et nous sommes dit, si nous partons sur la base d'un foyer qui a 6 personnes, c'est 60 000 foyers que nous aurons à toucher. Et au lieu de 60 000 bons que nous avons prévus, nous avons pensé qu'il fallait prévoir 60 000 supplémentaires. Il se trouve simplement qu'à des endroits, et je préfère une de mes collaboratrices me précise, Madame le ministre, vous voyez, je suis allée donc dans telle localité et, du Grand Libreville, et il se trouve que ce monsieur a 3 femmes et chacune a fait 10 gosses. Et donc les fiches d'identification nous permettaient justement d'avoir une idée de qui a reçu les bons, c'est la première chose. Mais après cette opération, l'intérêt c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons terminé de rentrer de saisir toutes les données consécutives à cette banque alimentaire. Et ça nous a permis de voir le nombre de personnes qui n'ont pas leur CNAMJS. Par rapport aux bons, Madame le ministre, est-ce qu'ils sont épuisés aujourd'hui? Oui, bien 2021, sûr. 120 000 bons. Non, mais c'était imprimé à la demande. Hein. Le ministre de l'économie formulait la requête auprès de Sekagadis et Sekagadis remettait au ministre de l'économie qui transmettait au ministère des Affaires sociales les bons qui étaient sollicités. On a reçu 120 000 bons d'une valeur unitaire de 25 000, donc on est à 3 milliards de francs. Votre chef, c'est-à-dire le Premier ministre, a réfuté ici sur ce plateau même le terme Covid business. Pourtant, vos compatriotes ont crié haro sur le trafic de bons d'achat pendant cette période de confinement total. Et on se demande si cela ne nous a rien dit du tout d'entendre qu'il y ait un trafic de bons d'achat. Déjà je suis solidaire à la posture de mon chef, comme vous l'avez dit. Et elle a crié parce qu'elle avait parfaitement raison. Vous savez, quand on crie, nous, on ne peut pas nous permettre de prendre l'information qui n'est pas, vérifiée, où il n'y a aucune preuve. Je suis ministre des Affaires sociales. J'avais un aspect, celui de la distribution, parce que la banque alimentaire, c'était le ministère du Commerce pour ce qui concerne les kits alimentaires, hein, qui ont été donc la collecte des produits qui ont été remis. Et ensuite, il y avait quand même le ministère de l'Agriculture, via la Gaza, qui s'occupait de la vérification. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de vivres frais,
Je dis, Madame la DG de la Gaza, rigoureuse comme elle est, elle n'aurait jamais laissé passer que nous puissions nous distribuer aux populations des vivres frais. C'était des vivres secs? C'était que des vivres secs, exclusivement des vivres secs. Avant de passer au prochain point, si c'était à refaire, Madame le ministre, est-ce que vous seriez plus regardante? Avec plaisir, non seulement regardante, mais on a acquis une certaine expérience de cette opération de la banque alimentaire. C'est pour ça que nous en sortons totalement enrichis. Pour moi, tout à l'heure, je vous ai dit, j'appréhende mieux les vulnérabilités. Le fait d'être allé sur le terrain avec mes équipes, c'était pour plusieurs raisons. Premièrement, ça me permettait de les rassurer que ils n'étaient pas seuls sur le terrain face à cette maladie que l'on pouvait choper à tout moment. La preuve, c'est que moi, j'en ai été victime. Et le fait d'avoir distribué l'aide alimentaire et d'avoir vu les équipes travailler sur le terrain nous permettait de mieux appréhender les difficultés auxquelles ces équipes étaient confrontées. C'était important pour nous de faire cette opération et nous continuons de dire que si le chef d'État nous donne encore l'opportunité de le faire, on le fera avec plaisir et on recommencerait toujours. Et sans transition, nous voici donc au troisième point, le fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS. Madame le ministre, le Gabon est actuellement en négociation avec le Fonds monétaire international pour l'octroi d'un nouveau prêt. Mais vous savez que pour bénéficier d'un nouveau prêt, il faut d'abord justifier les fonds qui ont été utilisés précédemment. Notamment, on le sait, le FMI avait prêté au Gabon une somme totale pour la riposte contre le coronavirus de 165 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il apparaît qu'il y aurait des tensions autour des comptes de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, dont l'exercice 2018-2019 laisserait apparaître un trou de 12 milliards de francs CFA. Madame le ministre, où sont passés ces 12 milliards? Alors, Marielle, je suis bien contente que vous me parlez de la CNAMGS. Moi, je pars sur la base des faits réels. D'accord? À ce jour, ce sont des choses qui sont dites. Okay? Qu'est-ce que vous Il y a dites? un conseil. Pour l'instant, je ne peux pas, moi, me prononcer sur un chiffre qui, pour moi, n'a été certifié par quoi que ce soit. La CNAMGS a des instances qui dirigent cette entité. D'accord? Au-delà du ministre de tutelle que je suis, il y a un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration ne se réunit que le 30. Ce sont les conclusions de ce conseil qui me permettraient peut-être de revenir sur votre plateau pour attester de ce que vous êtes en train de dire. À cette heure, il y a des informations qui sont données. Ces 12 milliards dont on parle, ça ne peut pas être des trous. Ils sont forcément justifiés par des dépenses que la CNAMGS a dû engager. Et c'est là qu'on doit maintenant regarder, mais pas parler de trous. Parce que trou, ça renvoie automatiquement à un vol organisé ou une corruption possible. Donc pour vous, ce n'est qu'une rumeur? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que je préfère m'en tenir à ce que le conseil d'administration me donnera comme conclusion. Et c'est le 30 qui doit se tenir. Madame le ministre, oui. Est-ce que dans ce contexte, la manipulation de 165 milliards peut échapper au ministère des Affaires sociales que vous dirigez? On se demande quand même. 165 milliards, je ne sais pas qui a parlé de 165 milliards. À peu près. 165 milliards. Le prêt du FMI? Non. De façon totale? Non. Après, on parle de 12 milliards au niveau de la CNAMGS. Bon. Qui aurait disparu. J'explique et je répète ce que j'ai dit. Je dis, je ne peux pas parler de disparition parce que si vous appelez le DG de la CNAMGS, il est capable de justifier ligne après ligne ce qui a été fait de ces 12 milliards. Et pour l'instant, le conseil d'administration de cette entité ne s'est pas tenu pour que je puisse, moi, statuer sur les conclusions de ce qui est en train d'être dit maintenant. Pour ma part, je préfère m'en tenir à cela. Quand le conseil d'administration se réunira donc le 30 juin prochain, pour justement statuer sur les comptes, j'attendrai qu'on me donne les conclusions. On va revenir donc sur les questions de la CNAMGS, dans les questions des réseaux sociaux. Mais tout de suite, les questions de vos compatriotes, Madame le ministre, vous allez regarder et y répondre. On reviendra sur le plateau. Je m'appelle Madame Obono Bian-Ghislaine, responsable des femmes handicapées de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Madame le ministre, l'État gabonais a choisi de donner les personnes vivant avec un handicap chaque année 75 000 francs. Aujourd'hui, nous vivons dans une pandémie, dans une crise totale. Est-ce que vous estimez que les 75 000 francs, là servent encore aux personnes handicapées? Comment ces handicapés-là vont vivre aujourd'hui avec cette crise? Nous avions choisi de ne plus mendier. Nous avions commencé nos petits commerces. Nos petits commerces, la pandémie est arrivée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui, la femme handicapée? On retourne dans la mendicité ou bien on attend la mort à la maison. Les handicapés n'ont plus de fauteuil. Les handicapés n'ont plus de canne. Pour avoir la canne aujourd'hui, il faut aller payer.
L'exemple, pour moi, là, j'ai payé ça à 12 000 francs pour que je puisse me mettre debout. Madame le ministre, où se trouve aujourd'hui le matériel orthopédique qui a été toujours alloué aux personnes vivant avec un handicap? Vous allez nous dire que nous avons des scooters, nous avons des fauteuils électriques. Non, Madame le ministre, le scooter pour moi, c'est comme un taxi. Mais le fauteuil me sert à me déplacer. Raison pour laquelle nous voulons savoir plus où se trouve aujourd'hui notre matériel orthopédique. Bon, moi j'aimerais poser une question par rapport à ClamGES. Parce que la dernière fois, je suis allé à l'hôpital avec ma petite soeur qui était gravement malade. On a fait tout, mais on nous a remis l'ordonnance en allant à la pharmacie. On n'a pas pu avoir les médicaments avec la ClamGES. La caissière nous explique qu'ils n'ont pas été payés. Par rapport à ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que le ministre pense. Parce qu'elle nous disait que non, ça n'a pas été payé. Ça fait bientôt peut-être, je ne sais pas, 6 mois. Un Gabonais économiquement faible ne peut plus aller à la pharmacie et se faire traiter comme il se doit par rapport à la ClamGES. Alors, Madame le ministre, d'abord la prise en charge des personnes vivant avec un handicap, 75 000 l'année. Si on fait le ratio par mois, c'est 6 000 à peu près poussière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revaloriser cette aide aux personnes vivant avec un handicap? En fait, il ne s'agit même pas d'avoir moyen de revaloriser, il s'agit de repenser totalement toute la situation du handicap. Et le ministère des Affaires sociales est justement dans le cadre de ces réformes. Depuis quelques semaines, nous avons déposé sur la table du gouvernement la prise en charge de cette question qui est liée donc au handicap. Pourquoi ? Au niveau du ministère des Affaires sociales, vous avez plusieurs directions générales, dont la Direction générale des Affaires sociales, qui prend en compte le suivi de cette cible-là, précisément. Dans le cas des réformes que nous avons proposées et dont nous attendons en fait la validation par le Conseil des ministres, c'est de mettre en place tout un service dédié à cette cible pour permettre de la prendre en charge depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte et pourquoi pas jusqu'à son insertion dans le cadre professionnel. Parce que après tout, les handicapés ne sont pas des personnes en marge de la société. On peut être handicapé moteur que des pieds et avoir nos mains pour pouvoir le faire. Il y a plusieurs sortes de handicaps et des personnes qui travaillent. En plus, avec le programme ONE, d'accord. Oui. Nous avons le gouvernement accompagne ces personnes vivant un handicap dans le cadre de leur autonomisation. Et ça, les chiffres, l'ONE peut nous les donner avec plaisir. C'est juste pour dire qu'ils ne sont pas laissés pour compte, bien au contraire. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, peuvent compter sur le département ministériel dont j'ai la charge et surtout sur la volonté du chef de l'État, du gouvernement, de pouvoir mettre en place une réelle politique qui participerait non pas à donner des aides de temps à autre, mais de permettre à tout le monde de s'autonomiser. Parce que la question de l'autonomisation reste un problème qui touche à la fois les personnes vivant avec handicap, à la fois les femmes, à la fois les jeunes mères, etc. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec la fermeture du FNAS, qui était donc dédié à prendre en charge l'autonomisation de ses compatriotes, nous réfléchissons encore à la mise en œuvre d'un programme allégé, puisque le premier péché qui a prévalu était naturellement les questions de gouvernance. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de permettre à ce programme qui sera mis en place pour pouvoir accompagner ces Gabonais, pour les autonomiser sans avoir des lourdeurs en termes de fonctionnement ou de gouvernance. Madame le ministre, pour parer au plus pressé, elle vous a demandé où est passé le matériel orthopédique en attendant justement que ces réformes... Alors, voilà. Le matériel orthopédique n'est pas passé quelque part. Il est simplement... notre pays, il y a un code de marché public qui existe. Lorsque nous voulons acquérir quoi que ce soit au-delà de 30 millions ou à partir de 30 millions, on est obligé de faire un appel d'offres. Sur la table du budget, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour justement pouvoir couvrir près de 500 personnes vivant avec handicap, voire plus, parce que nous sommes encore en train d'étudier. Pour l'instant, nous avons un prestataire qui nous propose des prix. Je trouve tout de même que c'est un petit peu excessif parce qu'il n'y a pas véritablement de concurrence. Qu'à cela ne tienne, l'offre, le budget est disponible. Nous voulons simplement avoir être sûr de tous les mécanismes qui vont être mis en place, tout le dispositif pour pouvoir acquérir ce matériel. Ça peut prendre combien de temps à peu près ? En général, puisque c'est du matériel qui n'est pas fabriqué dans notre pays, lorsque nous commandons, après toutes les procédures de marché, d'appel d'offres, etc., on se dit que 2-3 mois, etc. Mais
je voudrais quand même relever quelque chose de très important, c'est qu'à côté du ministère, il y a quelqu'un qui travaille. Il y a la première dame du Gabon qui se tient aux côtés de ce département ministériel pour renforcer. Donc, quand le ministère n'a pas souvent eu les possibilités de faire, Madame la Première Dame a pris à bras le corps les questions liées justement à toutes ces cibles vulnérables. C'est un appel du pied. On peut poursuivre, Marielle. Alors, Madame la Ministre, il y a cette question sur la CNAMGES qui est un problème réel que vivent nos compatriotes. Il est allé en pharmacie, il n'a pas pu se faire servir en raison du fait que la CNAMGES n'aurait pas reversé les fonds à la pharmacie. Comment on explique cette situation? Comment la CNAMGES... Alors, je vais vous donner les chiffres qui m'ont été envoyés par la CNAMGES. En 2019, le total des prestataires le total payé aux prestataires de 51 milliards 687 millions 161 000 et quelques. En 2020, 57 milliards 143 millions. En 2021, le chiffre donne pour l'instant 17 milliards parce que nous n'avons pas achevé l'année. Donc, cette question, j'ai besoin de savoir de quel prestataire il s'agit. C'est très important et je préfère demander à ce compatriote de se rapprocher ou de la CNAMGES ou du ministère des Affaires sociales pour nous préciser de quel prestataire parce que je sais que ceux qui sont conventionnés auprès de la CNAMGES ont reçu leur paiement. Madame le ministre, on va poursuivre avec les questions de vos compatriotes. Je vous en prie. Madame la ministre, les Gabonais sont à un moment donné dépassés par rapport à certaines situations. Mais on a constaté que dans certains ménages, il y a des femmes à qui le mari assume ses responsabilités en lui donnant l'argent de la popote, en lui remettant l'argent même pour assumer le goûter des enfants quand ils partent même à l'école. Mais en retour, ces femmes-là, bien, elles vont passer parfois leur temps dans les bars avec l'argent que nous leur remettons. Et quand on va se plaindre, nous avons toujours tort. Et quand elles viennent se plaindre, elles ont toujours raison, nous n'avons pas raison. Est-ce que c'est parce que vous êtes femme, vous les protégez? Non, non, non. Est-ce que vous ne pouvez pas les blâmer parce qu'elles ne sont pas responsables? Elles sont irresponsables. Madame le ministre, pensez-vous qu'une femme peut se lever devant son mari et partager les mêmes choses, sachant que nous sommes africains? Alors, Madame le ministre, c'est question d'égalité entre hommes et femmes. On a l'impression que vous donnez la part belle aux femmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de d'abord sensibiliser ces dernières pour les rendre aussi plus responsables? Je salue le fait que vous ayez mentionné, on a l'impression. Parce que l'impression n'est pas une certitude. Vous contestez ça, Madame la ministre, non, le témoignage de votre compatriote. Je n'ai même pas besoin de le contester. J'estime que je suis ministre de la famille. Avant d'être femme, je suis ministre en charge de la famille. Et la famille, c'est toutes les cibles. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a toutes les cibles que reconnaît la stratégie d'investissement humain. Je n'ai pas, moi, depuis que je suis ministre des Affaires sociales, reçu une seule plainte d'un homme. Et je me suis dit que c'est parce qu'ils se sont très forts. C'est un appel que vous général, leur faites également. Absolument, parce que nous, les plaintes que nous recevons, elles viennent des femmes. Et si elles viennent des femmes, je ne comprends pas comment je vais aller, moi, à la pêche des plaintes, les plaintes qui émanent des hommes. Dans ce cas, le 1404 n'est pas que pour les femmes. Vous pouvez le dire ici, Madame le ministre. Mais moi, je irais jusqu'à dire que quand on parle de violence basée sur le genre, ça ne concerne pas que les femmes. Même si la stratégie qui a été mise en place a une volonté, bien entendu, celle de mettre en avant le fait que les inégalités ou les discriminations qui existent jusqu'à présent entre hommes et femmes ne permettent pas aux femmes de connaître leur plein épanouissement et d'être des actrices majeures de ce développement. L'intérêt, c'est de permettre à toutes les femmes de voir leurs droits totalement respectés par tous. Et on arrive, on parle des lois, on nous parle des femmes, parce que je vais répondre de façon... Ces femmes irresponsables, entre griffes, irresponsables, je ne sais pas pourquoi elles deviennent irresponsables. Parfois, généralement, les femmes qui sont incubatrices, en général, c'est quand elles ont encaissé énormément de choses qu'elles finissent par faire certaines choses. D'accord? Mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, la femme est responsable. Dans notre pays, on a tendance à faire un peu plus confiance aux femmes parce que
sans être méchante, mais les hommes ont quand même montré quelquefois le fait qu'ils sont un peu... leurs limites. Voilà. Madame le ministre, il y a également... C'est venu de Marielle, pas moi. Il y a également cette question de votre compatriote. Comment on se défait des pesanteurs traditionnels quand on veut aller se plaindre, surtout quand on est à l'intérieur du pays? Alors, il y a... est-ce qu'une femme, je voudrais d'abord répondre à ma maman qui a posé la question, est-ce qu'une femme peut avoir les mêmes charges que son mari? En réalité, les lois ou la stratégie qu'on met en place n'a pas pour objectif de permettre à la femme de dominer sur son mari ou quoi que ce soit. Nous sommes bien dans notre rôle d'épouse, de mère, de fille, etc. Ça nous va très bien. Tout ce que nous demandons en réalité, c'est qu'à partir du moment où dans une maison, il arrive que naturellement, les femmes prennent en charge certaines choses. Je veux dire, je prends un exemple assez concret. Dans une maison, la tendance est que l'homme, il s'occuperait du gardien. Et la femme s'occuperait tout de suite de la dame de ménage, la technicienne de surface qui vient travailler. Et des enfants, leur éducation. Le papa, il aura tendance à les déposer à l'école et parfois la maman aussi parce que c'est elle qui a le temps de regarder dans le détail. D'accord? Bon, quand on met des lois en place, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a des gens qui enfreignent certaines choses. Les lois ne sont pas faites pour des couples qui fonctionnent correctement, à mon avis. L'intérêt pour nous, c'est qu'il y ait un minimum de justice, un minimum d'équilibre entre les hommes et les femmes parce qu'en réalité, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rend égaux tous autant que nous sommes. Madame la ministre, sur cette question, effectivement, vos compatriotes ont réagi, ce ne sont pas forcément des questions, mais ils ont donné leur appréciation sur cette question de l'égalité femmes-hommes. On va regarder avant juste de passer à la deuxième partie de l'émission. Par rapport à la disposition du numéro vert 1404, mon sentiment est mitigé parce que généralement au Gabon, quand on se plaint des problèmes internes ou familiaux, on nous demande souvent de gérer ça en interne à la famille. Donc on n'a pas l'impression qu'on peut se reposer sur une certaine autorité pour avoir gain de cause. Donc je ne pense pas que je l'utiliserai, je pense pas. J'aurais plutôt recours aux membres de ma famille. Par rapport au 1404, moi je trouve que c'est une bonne initiative parce que lorsque nous sommes violentés ou bien lorsque nous vivons la violence, nous ne pouvons pas bien vivre. Donc pour moi, je pense bien que si je vois un voisin ou bien moi-même je me fais agresser, je vais appeler ce numéro sans hésiter. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne pensée pour des personnes, pour des femmes violentées dans des foyers. Pour ma personne, c'est vraiment très encourageant pour ces personnes de continuer, même pour les orphelins, même pour les enfants démunis, même pour les enfants abandonnés. Ils peuvent y penser aussi, car si moi, à ma place, j'étais une femme violentée, j'aurais utilisé ce numéro dans l'urgence. Madame le ministre, cette initiative est donc mitigée, vous l'avez constaté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux sensibiliser pour montrer la plus-value de ce numéro 1404? Oui, elle est mitigée parce que beaucoup ne sont pas confrontés aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. Que ce soit moi, que ce soit ma collègue de garde des Sceaux, les problématiques qui sont portées à notre connaissance sont des problématiques extrêmement graves. Un exemple très simple, il y a quelques mois, c'est une ONG qui m'appelle avec des photos à l'appui. La femme a été passée au fer à repasser, d'accord, par son époux. Et puis, mais correctement tabassée, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Mais une fois que l'ONG en question m'a saisi, que nous prenions maintenant toutes les dispositions pour évidemment mener l'enquête qu'il fallait, etc. Qu'est-ce qui se passe? L'époux va rencontrer la belle famille, dépose une enveloppe et la femme se retracte. Le problème est revenu sur... C'est un exemple isolé parmi tant d'autres. Et c'est normal que nous puissions sensibiliser davantage. Et dans le cadre de ce programme Gabon Égalité, nous avons justement toute une période de sensibilisation qui va se faire sur ce numéro gratuit, anonyme, qui permet de dénoncer certains tabous. Vous allez me dire, on a parlé de tradition. Les traditions par rapport à un numéro de téléphone ou à la dénonciation de la violence, je ne connais aucune tradition, et je continuerai de le répéter, qui est favorable à ce qu'un père abuse de sa fille ou de son fils. Je ne suis pas du tout capable de comprendre qu'on puisse abuser de son enfant, qu'on puisse abuser de sa fille, et que cette fille, in fine, est porteuse
d'un enfant qui se trouve être son petit frère ou sa petite sœur. Voilà, ce sera peut-être le mot de conclusion. Et donc, le 1404 a tout son intérêt parce que c'est un instrument non seulement qui nous permet de mettre des statistiques, mais c'est un instrument qui permet au gouvernement de mieux appréhender. Le Gabon est avant-gardiste et il faut saluer cette action du chef de l'État, cette volonté, cette détermination du gouvernement de mettre en place tout ce qu'il faut pour réduire les violences. Et c'est normal. Pour ce qui concerne les enfants, le 14-12, qui est basé au ministère de la Justice, répond justement à cette question des violences en faveur des enfants, à l'endroit des enfants. Merci Madame le Ministre. C'est donc ainsi que nous mettons un terme à la première partie de cette émission. Merci Marie Biogou. Merci Manix, merci Madame le Ministre. Pour vos questions pertinentes, voici donc la deuxième partie, c'est le face-à-face entre notre invité, Madame le Ministre, et l'invité surtout, vous allez découvrir avec nous tout de suite. Deuxième partie donc, de ce numéro de Face à vous, le débat. Bonsoir Monsieur Ovononan Aza Melchior et bienvenue sur le plateau. Vous êtes agent municipal à la mairie du 1er arrondissement de Libreville, donc vous êtes un agent du service du personnel. Vous êtes donc confronté à Madame le ministre des Affaires sociales. Quelles sont donc les questions que vous avez à lui poser? D'accord. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous me faites de partager ce plateau avec un membre du gouvernement. J'étais, avant d'arriver ici, dans les coulisses. J'ai bien suivi la première partie de l'émission. Et Madame le ministre a fait état de l'empathie et de l'humilité à la tête de ce ministère qu'elle dirige. Je veux simplement dire qu'en effet, les questions d'empathie de nos jours, elles sont très importantes, Madame le ministre. Sachez-le qu'une dame responsable d'une des entreprises du CAC 40, Isabelle Cocher, a justement perdu son emploi pour manque d'empathie. C'est donc vous dire que les Gabonais et les Gabonaises sont désireux, vous regardent et ont besoin que vous puissiez vous occuper de leurs préoccupations. Allez, votre question. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, Madame le ministre, par rapport à tout ce qui a été dit, je voulais savoir, aujourd'hui, au Gabon, quand on est une femme, est-ce qu'on doit se sentir en danger ou bien marginalisé? Pourquoi tant d'activités, notamment ce qui concerne la stratégie de réduction inégalité hommes et femmes? Je veux un peu comprendre tout ceci. Alors, déjà, je vous remercie pour la question. Et en danger, il y a des résultats qui sont donnés à partir des études qui ont été menées. Oui. La dernière étude menée avec l'UNFPA et l'État gabonais a révélé un taux élevé de femmes victimes de violences. D'accord? C'est une étude qui a été menée. Et cette étude nous a amené à rencontrer, à mettre en place un dispositif qui permet aujourd'hui de pouvoir accompagner ces femmes-là. Les lois gabonaises, la ratification des conventions à l'international, etc. Tous ces instruments, que ce soit d'ordre national, d'ordre régional ou à l'international tout simplement, nous permettent de regarder avec acuité quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes. Et c'est ce qui amène la Fondation Sylvia Bongo au départ à examiner toutes les discriminations qui ont été portées, aussi bien dans le cadre du travail, dans le cadre de la prise en charge des droits. Je vais particulièrement parler dans le cadre de la spoliation des veuves notamment. D'accord? Et nous savons que dans nos traditions, il arrive par moment que dès que le conjoint décède, le conjoint survivant est victime de spoliation, parfois chassé même de sa maison avec les enfants. Et tout ça pris ensemble nous amène à réaliser qu'il fallait qu'il y ait des démarches qui soient prises. Le Gabon est avant-gardiste sur beaucoup de choses. Le chef de l'État, au niveau de la francophonie, a porté le plaidoyer de l'égalité homme-femme. Et c'est ce plaidoyer qui a d'ailleurs abouti à la mise en place de la stratégie de l'OIF par rapport aux femmes. En ce qui concerne le plaidoyer sur les veuves, c'est la première dame qui le porte aux Nations Unies, au point où une résolution en découle. Je peux dire que si nous sommes amenés à parler des problématiques des femmes, c'est parce qu'au quotidien, nous sommes confrontés à des réalités que parfois tout le monde n'a pas. Et l'intérêt du ministère, ce n'est pas d'exposer les femmes qui viennent se plaindre dans des conditions, mais c'est plutôt de comment les accompagner et de mener ensemble le combat qui permettrait à ces femmes qui peuvent être vos sœurs ou encore vos mamans et encore plus votre épouse, je suppose, pour qu'elles soient protégées. Les violences ne sont pas nécessairement dues au mari qui est dans la maison, ça peut être à l'extérieur. À un moment donné, nous avons été exposés tous autant que nous sommes à des cas de viol
qui étaient organisés et puis qui étaient faits de façon totalement bestiale. Et ces cas qui ont été dénoncés par le quotidien national ou encore par les réseaux sociaux, d'accord, ces cas amènent le gouvernement à prendre quand même des initiatives. Et je pense que c'est en ce sens que l'on peut constater qu'il y a des initiatives. On n'a pas d'hommes qui se plaignent, je l'ai dit à la première partie de l'émission. Et s'il y a des hommes qui se plaignent, bien entendu, en ma qualité de ministre de la Famille, je prendrai en compte ces considérations. Monsieur Ovonono Menkior, vous avez une réaction par rapport à ça? Vous avez compris la réponse de Madame le ministre? Oui, j'ai parfaitement compris la réaction de Madame le ministre, à qui je dis encore merci. Mais je vais quand même rebondir. C'est vrai qu'elle dit qu'il n'y a pas des hommes qui se plaignent. Oui. Mais moi, j'ai écouté, encore une fois, une dame comme vous, magistrate, ancien membre du gouvernement, dire que les violences conjugales, oui, elles concernent aussi les hommes. Bien sûr. Et ces hommes-là qui se plaignent, qu'est-ce qu'ils font? Où doivent-ils se rendre? Parce que je rappelle que vous êtes ministre de la Famille, je crois. Bien sûr, je l'ai rappelé. Voilà, ces hommes-là qui se plaignent, où doivent-ils se rendre? Est-ce qu'il y a aussi un numéro dédié pour eux? Et c'est lequel, par exemple? Alors, le 1404, et je crois que M. Manix l'a relevé lui-même, hein, je pense qu'il m'a beaucoup aidé dans cette réponse-là. Le 1404 est un numéro, certes, qui met en avant la question de la violence dédiée aux femmes, d'accord, oui. Ou la violence faite sur les femmes, il vaut mieux le dire ainsi, la violence faite sur les femmes. Cependant, quand on parle de violence basée sur le genre, il s'agit également de prendre en compte toutes les personnes qui appellent. Et je peux vous garantir que si vous appelez le numéro 1404, on ne va pas vous dire non, vous êtes un homme, on ne peut pas prendre votre plainte. C'est impossible. À l'intérieur du ministère de la Famille, au ministère de la Famille, donc que j'ai l'honneur de diriger par l'avis du chef de l'État, nous avons des cellules d'écoute. Et ces cellules d'écoute reçoivent à la fois des hommes. Parfois, nous avons été amenés à faire des médiations parce qu'un homme ne s'occupait pas de la femme qu'il a abandonnée. Et ces médiations ont amené finalement la posture de cet homme à être révisée. Donc l'intérêt pour nous, c'est de travailler au bien-être de l'ensemble des populations. Si on met en avant la question de la stratégie, il y a beaucoup de communication qui est faite, c'est d'abord pour rassurer les femmes. Parce que ce soit dans les pays qui sont en guerre, les premières victimes, ce sont les femmes. Lorsqu'on parle de viol, vous allez difficilement entendre qu'on a parlé de viol sur les hommes. C'est généralement les femmes qui en sont les victimes. Et comme la femme a ce don-là divin qui lui a été donné, d'être à la fois la mère, porteuse de la vie, donneuse de la vie, celle qui la nourrit, il est clair que c'est notre responsabilité à tous, vous et moi, de pouvoir accompagner ces femmes comme il se doit. Est-ce que la femme deviendra finalement intouchable, Madame le ministre, aujourd'hui? Là n'est pas la question. D'acier doit être intouchable, c'est une excellente chose parce que quand Dieu l'a créé, ce n'est pas pour qu'on la touche. Ce n'est pas pour qu'on lui fasse de mal, je ne crois pas. Pas au sens de lui faire du mal, forcément. Mais bien sûr, parce que quand vous dites un reproche, non, ça peut être une violence verbale. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est intouchable dans ce sens-là, un reproche qui est fait dans des conditions totalement acceptables dans une maison, l'État n'a pas à s'en mêler. Comme je l'ai dit tantôt dans la première partie de cette émission, nous avons bien fait comprendre que les couples qui ont leur vie, qui se comportent correctement entre conjoints, on n'a pas à s'en mêler. Les lois sont faites pour les gens qui ont tendance à dériver. Les lois sont faites pour ces personnes qui ne respectent pas les lois. Merci, Madame. C'était la précision que je voulais apporter à votre débat. Si vous m'avez permis, merci. Monsieur Melchior, allez. Oui, Madame la Ministre, pour rester toujours dans le plan des réductions des inégalités hommes-femmes, est-ce que c'est ce qui fait courir le gouvernement jusqu'à susciter la modification du Code civil, notamment l'article 53, si je me trompe, qui fait de l'homme le chef de famille? Quand je sais que notre pays, le Gabon, dans la préambule, c'est bien écrit que le Gabon proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles. Voilà, que pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis chez moi, en tant que chef de famille, connu, aujourd'hui, madame aussi est chef de famille, que vont dire les enfants? Parce que nous savons tous que dans un bateau, il va y avoir deux capitaines, Madame la Ministre. Elle va y répondre, Madame la Ministre, par rapport à cette question. Bon, alors, merci pour la question, parce que je ne sais pas, je vais essayer de répondre en disant, les femmes dans les maisons, elles font des choses, n'est-ce pas? Oui. Et des choses que vous ne trouvez pas nécessaire de faire, n'est-ce pas? La notion de chef, il n'y a pas une rémunération derrière cette notion de chef. Non, Madame le ministre. Vous êtes d'accord? Vous faites taper la langue de bois, permettez-moi de le dire. Non, je ne fais pas la langue de bois. Je termine, je vais y arriver. Parce que de toutes les façons, c'est une question, moi, qui me plaît parfaitement. Être chef,
avec son homme dans la maison, qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce que vous perdez votre autorité parce que la femme est appelée également chef dans la maison? Donc tout ce qui va arriver, Madame le ministre, la femme aussi sera chef. Mais pas aussi sera chef. La femme est chef depuis la nuit des temps. Aussi chef, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait. C'est pas la conception que vous avez, monsieur Mézior. Parce que en fait, ce que monsieur Ovono essaie de faire comprendre, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui domine sur l'autre. Or même quand on part regarder les sources des Saintes Écritures, Dieu n'a jamais demandé à l'homme de dominer. Non, madame, il ne s'agit pas ici de dominer. Mais bien sûr, parce que pourquoi vous craignez le fait que la femme soit également, partage avec vous à la fois les charges qu'elle peut partager? Pourquoi vous craignez le fait qu'on l'appelle chef? Je suis d'accord avec vous. Ça ne change rien en fait, c'est la vie de tous les jours. Dans nos traditions, quand vous prenez une femme pour épouse, vous l'amenez chez vous. Oui. Et selon les nouvelles dispositions, si je l'ai bien lu, la femme décide conjointement avec le mari du lieu de résidence. À partir de ce moment, ça pose problème. Ah bon? Si moi je vais à l'habitant de Tubintos, madame, et que madame le ministre veut résider à la Sablière, comment on fait? Bon, d'abord... Comment on fait? Bref. Le choix du domicile, en général, incombe aux femmes, vous le savez très bien. Parce qu'elles sont dans le détail. Elles sont dans le détail. Je suis désolé. Je ne connais pas beaucoup d'hommes... Nous sommes dans un débat qui parfois est populaire, c'est permis, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui se mettent à choisir la maison. Je suis désolé. Et l'homme a le devoir de la protéger et la protection, elle doit être mutuelle. Vous comprenez? Oui. Dans le cas où le mari est amené à perdre son emploi et que la femme a le sien, elle se met automatiquement à avoir les charges que son mari avait au moment où il n'avait pas il avait ce travail. Mais c'est ce que dit précisément l'ancien Code civil. Oui. Il dit que la femme assiste l'homme dans ses charges. Mais donc, quel est le problème? Puisqu'elle a toujours assisté l'homme. Mais aujourd'hui, il y a une différence en termes de lieu, du moins la désignation du lieu de résidence. Monsieur Ovono, je pense qu'on va pas, vous n'allez pas vous appesantir sur le lieu, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, dans nos temps modernes, c'est la femme qui décide de là où on part. C'est elle qui décide même de ce qu'on mange à la maison. Oui, d'accord? C'est elle qui propose même à son mari. C'est la conseillère. Bien sûr, mais c'est en cela. C'est le monsieur. D'accord. Si vous voulez parler de décision. Dans nos maisons, quand vous avez des enfants, entre guillemets, ils s'amusent avec maman. Mais ils savent tous que dès qu'on dit papa, allez, tout le monde se met au pas. Maintenant, aujourd'hui, apparemment, avec la nouvelle disposition, si vous dites à votre enfant... Monsieur Ovono, non. Oui. Votre inquiétude, c'est que le Gabon devienne une société féministe où l'homme serait réduit au second rang. Au second rang. Madame le ministre, est-ce que c'est ça? Ça ne peut même pas être ça. Absolument pas. On ne peut pas parler d'égalité, monsieur Manis. On ne peut pas parler d'égalité. Je vous reviens. On ne peut pas parler d'égalité et demander qu'une autre partie devienne inférieure à l'autre. Justement, c'est pour corriger ces discriminations qu'aujourd'hui, il y a toute une stratégie qui est bâtie par le gouvernement pour que ces inégalités, ces discriminations s'arrêtent. Je vous prends aussi un exemple concret. Quand on est à l'école, automatiquement, parce que quand on parle de stratégie d'égalité, ce n'est pas simplement de mettre en avant, je suis un peu désolée qu'on mette en avant que la question de, elle est chef en même temps que son mari, elle est co-chef. Mais il y a le fait, par exemple, qu'une jeune fille qui va à l'école, parce qu'elle est amoureuse d'un jeune homme, ils arrivent à consommer leur relation, et puis finalement, elle est enceinte. Le décrochage scolaire, il est chez qui? Ce n'est pas chez l'homme, c'est la femme. Ça fait partie de tous les points que nous essayons de travailler dans justement cette stratégie des inégalités. Les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons, avec notre constitution justement qui permet que nous puissions aller à l'école également, fait en sorte qu'à un moment donné, on se retrouve dans le parcours académique. Les femmes sont les moins importantes en termes de nombre à l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu des phénomènes naturels qui se sont... Mais ces phénomènes naturels ne viennent pas d'eux-mêmes, ils ne tombent pas du ciel. Je vous permets de réagir, monsieur Ovono. Ils ne tombent pas du ciel. Allez-y. Je veux réagir justement sur le décrochage scolaire dont vous faites allusion, mais je crois savoir que nous sommes en République gabonaise et que notre pays prône une politique nationaliste. Oui. Mais que fait justement les pouvoirs publics en la matière? Si une jeune fille tombe enceinte et que, par exemple, elle est économiquement faible, comme on dit, quel est l'accompagnement qui est prévu pour justement qu'elle n'arrive pas là, c'est-à-dire à décrocher?
Non, la compagne... De sorte qu'on n'accuse pas forcément l'homme d'être responsable du décrochage scolaire des femmes. Avant moi, il y a eu déjà la mise en place des actes garderies pour permettre à ces jeunes filles de déposer leurs enfants dans des endroits où elles peuvent poursuivre leurs études. La question n'est pas que ce que l'État met en place, parce que ça, ce sont des conséquences que nous sommes en train de traiter. Mais combien y a-t-il de halte garderie, Madame le ministre? J'allais demander une vingtaine de à quand remonte la dernière livraison de la halte garderie? Non, mais le problème n'est pas de multiplier les haltes garderies, parce qu'on n'a pas non plus... Non. L'objectif n'est pas de... Je pense que nous devons faire dans un management de proximité. Dans tous les quartiers, nous devons disposer des haltes garderies. C'est possible que ce que vous demandez, on peut envisager de le faire, parce que je ne crois pas que pour l'instant ce soit la priorité. D'accord? Quand je dis la priorité, c'est parce qu'il faut d'abord traiter les causes. La halte garderie est une conséquence. Oui. Parce qu'entre-temps, il y a eu un jeune homme qui a décidé d'enceinte une jeune femme, qui a démissionné de l'action qu'il a menée, pour qu'en plus l'État doit se mettre à venir jouer les pompiers. Donc la cause, c'est l'homme. Non, je ne dis pas que la cause, c'est l'homme. Je dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'assument pas leurs responsabilités. Quand on accompagne une femme, on a décidé, on est amoureux d'elle, et qu'on décide de l'amener jusqu'à l'engrosser, d'accord, eh bien c'est bien de pouvoir l'accompagner. Or, beaucoup de femmes sont obligées d'arrêter parce qu'elles n'ont pas justement tout l'accompagnement qu'il faut. Maintenant, quand M. Ovono parle d'accompagnement d'État, oui, il existe justement la prise en charge de ces personnes vulnérables, bien entendu, au sein. C'est pour ça qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a l'aide à la scolarité qui est également proposée pour les économiquement faibles. Il y a l'aide à la scolarité. Nous accompagnons les élèves. Cette année, en tout cas l'exercice 2018, on a plus de 200 millions qui ont été payés pour accompagner ces Gabonais. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est d'étendre cette aide à la scolarité jusqu'à l'ensemble du pays, parce que jusqu'à présent, ce sont les établissements de Libreville qui reçoivent cet accompagnement. D'accord? Donc, il y a des mesures qui existent. Mais comme je dis, l'objectif n'est pas, dans un premier temps, de traiter les conséquences. Les conséquences, nous sommes dos au mur, on est obligé de trouver des solutions. Mais au départ, il y a des causes. Et ces causes-là doivent être traitées. Donc, la sensibilisation doit être faite aussi bien chez les hommes que les femmes. Quand on demande la protection, il faut bien pouvoir accompagner ces hommes-là pour les éduquer en leur disant l'école, c'est important. Pour la jeune fille, c'est important parce que si notre pays met en place des lois pour que nous accédions aux postes de responsabilité, c'est notre responsabilité d'être capable, d'être détentrice de la connaissance qu'il faut pour pouvoir accéder à ces postes-là. Madame le ministre, vous avez intervenu, vous avez fait votre laïus, même que j'allais vous demander de faire à la fin de l'émission. Monsieur Ovono, est-ce que vous êtes contre une société moderne ici aujourd'hui au Gabon? Qu'est-ce que vous entendez par société moderne? Parce que vous mettez la tradition gabonaise au devant donc des réalités d'aujourd'hui, des décisions que comprises Madame le ministre, le ministre des Affaires sociales. Est-ce que vous êtes contre le fait que la modernité aujourd'hui prenne le dessus sur les valeurs traditionnelles, qui n'est pas d'ailleurs question d'abandonner? Mais je pense que vous êtes journaliste, je ne vous l'apprends pas. Les mots ont un sens et ils sont faits pour être utilisés. Quand on tombe par abandonner, si on remplace une loi par une autre, naturellement l'autre elle est passée à côté. Je dis, nous sommes en République gabonaise, nous avons nos us et nos coutumes. C'est ce que je dis. Donc la modernité est un risque de perdre nos valeurs traditionnelles. En fonction des cas, quand même, la famille est la plus petite unité de la société. Absolument. Voyez-vous. Dans la famille, c'est là où on retrouve des repères. Voyez. L'enfant qui est à la maison, il sait que ce que papa me dit est au-dessus de ce que maman me dit. Ah bon? Mais oui, c'est ça. Si aujourd'hui, les enfants, vous dites à votre enfant, ne sortez pas, et il vous répond en disant, maman a donné l'autorisation. Ça peut arriver, ça peut arriver. Oui, vous voyez à quel niveau nous allons nous trouver dans notre société. Et ça, moi, je dis stop, c'est pas bon. J'interpelle, si c'est encore possible, le gouvernement à revenir sur ce projet de loi. Je sais pas. Vous avez le gouvernement en face de vous, et ce sera votre dernière intervention peut-être, Madame le ministre, par rapport à ce risque-là. Déjà, je ne sais pas pourquoi M. Ovono voit les choses en termes de risque. Je voudrais le rassurer. Et vous avez justement cette chance de m'avoir juste en face de vous. Je vous rassure que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas qu'il y ait des inégalités supplémentaires qui se créent. D'accord? Oui. Pour l'instant, nous avons constaté qu'il y a des inégalités. Mais est-ce que vous le dites aux femmes, Madame le ministre? Est-ce que vous dites qu'on ne vous donne pas ces droits pour que vous deveniez dans votre foyer le leader? Écoutez, nous avons... D'abord, il fallait que les textes passent au niveau du Parlement. D'accord? Une fois que c'est fait, comme on l'a dit, nous avons une campagne de sensibilisation. Une femme, elle restera celle qui fait la cuisine. D'accord? Elle le fait. Mais je veux dire que j'ai la chance d'avoir un époux qui sait aussi bien faire la cuisine que moi.
D'accord. D'accord? C'est une chance. Cependant, je reviens donc sur ce que vous avez dit par rapport aux traditions. Oui. Monsieur Ovono, la stratégie des inégalités qui est mise en place par le gouvernement, a un objectif, c'est de ramener les équilibres. Autant de discrimination dans notre pays que nous constatons dans nos responsabilités nous amène à réfléchir. Réfléchir, il faut absolument contourner toutes ces situations. Comment on le fait? Il faut les traiter. Et le traitement, c'est déjà par des textes. Le traitement, c'est aussi par la sensibilisation, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Manix, et comme vous-même, vous l'avez évoqué. La tradition ne peut pas être en contradiction avec ce qui prend en charge et protège la femme, qui est celle qui maintient l'humanité. Vous avez parlé de la famille, qui est la petite cellule, la cellule réduite, mais on ne peut pas non plus oublier que la femme est celle qui porte la vie. Cette même femme qui porte la vie, certains de vos compatriotes se donnent le malin plaisir de les battre, de les violenter, d'abuser d'elles. Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la tradition autorise qu'un père puisse enceinter sa fille? Est-ce que la tradition autorise qu'un père abuse de son fils? Pourtant, c'est des choses que nous vivons, que nous connaissons. Et c'est notre responsabilité de traiter ces questions. Le gouvernement ne peut pas rester insensible à ces questions. Et nous savons très bien, ça a été dénoncé par les médias il y a quelque temps, on ne peut pas se permettre de ne pas traiter ces questions. Notre priorité est d'abord de protéger. C'est ça notre priorité, c'est protéger. Merci. Protéger. Merci, Madame le ministre. C'est d'ailleurs une très belle conclusion. Nul besoin encore de vous demander donc de conclure votre propos. Bien. Vous avez fait une très belle intervention. Merci, Monsieur Ovono Melchior, d'avoir été donc le contradicteur entre guillemets de Madame le ministre sur ce numéro de Face à vous. On va le refermer. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. À la prochaine.